Quatrième et dernier module vidéo consacré à l'Allemagne au temps de la guerre froide. Aujourd'hui, nous allons assister à la chute du mur de Berlin, une chute brutale, puisque dans une période de temps très courte, mais 1989-1990, une chute brutale mais sans violence. Alors, si nous repartons de ce que nous savons déjà, depuis environ la mi-août de l'année 1961, un mur hermétique sépare Berlin-Est de Berlin-Ouest et sépare d'ailleurs Berlin-Ouest de l'ensemble de la RDA. Et les autorités est-allemandes renforcent la sécurité, rendent le mur toujours plus hermétique, toujours plus infranchissable au fil des années. Donc ce mur, il est fait pour durer. Octobre 1989. La République démocratique allemande, la RDA, DDR en allemand, fête ses 40 ans avec des cérémonies fastueuses mettant en valeur la puissance du régime socialiste est-allemand, dirigé par Erich Honecker, successeur de Walter Ulbricht, mort en 1973, et les défilés militaires, c'est la marque des régimes socialistes. Bon, dans la tribune officielle, a pris place, parmi les invités du bloc de l'Est, le dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Qui pourrait se douter que la RDA est en train de vivre ses derniers instants? Pas grand monde. Et pourtant, des choses inimaginables sont en train de se dérouler à Berlin-Est et dans toute la RDA. C'est-à-dire des manifestations improvisées, non encadrées, non autorisées par le régime ni par le Parti communiste, des simples citoyens qui sortent dans la rue, qui vont prier aussi dans les églises, parce que dans les églises, ils ont la certitude que la police les laissera tranquilles, des gens qui n'ont pas peur, qui n'ont plus peur de la redoutable police politique du régime de la RDA, la Stasi, qui a fait des fiches sur tous les citoyens, qui surveille tous les citoyens, qui peut enfermer n'importe quel citoyen sans motif particulier. Eh bien, les Est-Allemands, les Berlinois de l'Est, n'ont plus peur et osent réclamer la liberté, la démocratie, mais la vraie, pas la dictature du peuple. Et le régime de RDA est déstabilisé par ces manifestations, qu'il est incapable de décourager et qu'il interdit, mais les gens passent outre. Erich Honecker, à droite sur la photographie, avec des lunettes, demande à Mikhaïl Gorbatchev, à gauche sur la photographie, avec la célèbre tache lit de vin sur le crâne, dirigeant de l'Union soviétique depuis 1985, Erich Honecker demande à Mikhaïl Gorbatchev l'autorisation d'employer la force contre les manifestants de l'Allemagne de l'Est, tout comme son prédécesseur Walter Ulbricht en 1961 avait demandé l'autorisation à Nikita Khrouchtchev de faire construire le mur de Berlin. Mais cette fois-ci, et même si les deux hommes ont l'air très complices sur la photographie, très souriants, cette fois-ci, il n'en est rien. Le dirigeant de l'Union soviétique, Gorbatchev, est un homme qui, bien que sincèrement communiste, a la volonté de faire la paix avec l'Occident, a la volonté de tendre la main à l'ennemi occidental
Et c'est un homme qui croit, et ça peut paraître un peu contradictoire avec la dictature du peuple, c'est un homme qui croit en la démocratie et qui cherche en Union soviétique à rétablir la démocratie, mais la vraie. Ce qui le fera passer aux yeux d'un certain nombre de dirigeants du Parti communiste soviétique, un peu pour un traître d'ailleurs. Et Mikhail Gorbatchev interdit à Erich Honecker d'utiliser la manière forte contre les manifestants de RDA et il l'encourage plutôt à répondre à leurs revendications, liberté de la presse, élections libres, bon. Et il suggère à Honecker de faire des concessions. Et en particulier parmi les concessions, celle d'autoriser les Berlinois de l'Est à se rendre à l'Ouest plus facilement, avec moins de contrôle et avec des visas accordés plus généreusement, puisqu'il pouvait arriver qu'une demande de visa pour aller passer 24 heures à l'Ouest, eh bien que ce visa mette des années à être accordé aux citoyens est-allemands qui le demandaient. Le 9 novembre 1989, une maladresse du gouvernement est-allemand va provoquer l'effondrement du mur de Berlin. En effet, un secrétaire d'État annonce au cours d'une conférence de presse que les visas ne sont plus nécessaires pour passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest et que les citoyens est-allemands peuvent à tout moment se rendre à l'Ouest pour un court séjour, hein, évidemment, hein, c'est pas pour aller s'y installer. Et le fait est que ce secrétaire d'État prend tout le monde de court, y compris son propre gouvernement, parce que certes la décision avait été prise, mais il avait été aussi décidé d'attendre un moment favorable pour la mettre en œuvre. Et là, il faut croire que le secrétaire d'État a mal compris la consigne, puisqu'il annonce officiellement que la mesure est prise, et il va provoquer une véritable ruée sur les points de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Les gardes-frontières, les VoPos, voient arriver des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de curieux, une véritable marée humaine, et les gardes-frontières n'ont été prévenus de rien. On leur dit que le passage à l'ouest est possible, qu'il est autorisé, qu'il n'y a plus de visa. Les gardes-frontières est-allemands essaient de se renseigner auprès de leur hiérarchie, qui n'en sait pas davantage qu'eux. Et finalement, le responsable des gardes-frontières du point de passage en face de Charlie Checkpoint va prendre sur lui, courageusement, de décider de lever les barrières et de permettre aux Berlinois de l'Est de passer à l'Ouest. Parce que c'était ça, où il donnait l'ordre à ses hommes de tirer sur la foule, et il a préféré laisser le libre passage. Et cet homme ne s'y attendait pas, mais c'est lui qui fait tomber le mur. Parce que dès lors, la situation échappe à tout contrôle. Les Berlinois de l'Est s'installent sur le fait du mur, sur le sommet du mur, dans un premier temps, pour aller rejoindre les Berlinois de l'Ouest qui, mis au courant de la situation par effet de curiosité, viennent voir ce qui se passe. Et on voit les Berlinois de l'Est et de l'Ouest s'embrasser au sommet du mur. Et les Berlinois de l'Est commencent à attaquer le mur, à coups de pioche, à main nue, avec ce qu'ils ont sous la main. Alors en temps normal, les VoPos auraient ouvert le feu. Hein. C'est une scène qui n'aurait pas été possible. Oui, mais justement, nous ne sommes plus dans une période normale. Nous sommes le 9 novembre 1989. Le mur est en train de s'effondrer sous vos yeux.
Les Vaupeaux qui se trouvent devant cette section du mur en train de s'effondrer font un dérisoire barrage de leur corps, mais on voit bien que le cœur n'y est pas vraiment. Surtout, ils ont reçu l'ordre de ne pas s'opposer par la force, hein. Vous voyez qu'ils n'ont pas leur casque, ils n'ont pas de matraque, ils n'ont pas de fusil d'assaut. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont finir par laisser le passage aux Berlinois de l'Est. Vous aurez noté que la photographie a été prise côté ouest, puisqu'on aperçoit avec leur képi vert des policiers ouest-allemands qui sont aussi débordés que leurs collègues est-allemands et qui laissent faire puisque tout se déroule dans une ambiance de fête. Et puis de toute façon, la police ouest-allemande est aussi débordée par la marée humaine. Les points de passage sont ouverts en grand, ce qui fait que les Est-Allemands, les Berlinois de l'Est, prennent la route avec leur célèbre Trabant, c'est-à-dire la marque de voiture est-allemande, fierté du savoir-faire industriel de la RDA, et ils s'offrent une petite excursion dans Berlin-Ouest sous les acclamations des Allemands de l'Ouest qui leur réservent le meilleur accueil. Et oui, les Allemands sont en train de se réunifier. Les deux Allemagnes n'en font plus qu'une, certes titre temporaire, hein, mais ça c'est totalement inattendu. Et c'est un grand moment historique. Tout un symbole dans cette photographie prise le lendemain des événements que je viens de relater, donc le 10 novembre. Mstislav Rostropovitch, l'un des plus grands chefs d'orchestre au monde, un violoncelliste à la renommée internationale, vient faire un concert improvisé au pied du mur qui est en train de tomber. Alors là, on est côté Berlin-Ouest, vu le nombre de tags impressionnants, de graffitis impressionnants qu'on trouve sur le mur. Et Rostropovitch, il faut le savoir, est soviétique de naissance, de nationalité, mais il avait perdu sa nationalité. Il avait été chassé d'Union soviétique parce que c'était un opposant politique et il avait trouvé refuge aux États-Unis, dont je crois il avait d'ailleurs adopté la nationalité américaine. Donc c'est tout un symbole. Cette caricature est un grand classique de l'épreuve du baccalauréat, mais aussi du brevet des collèges. Et peut-être pourriez-vous tomber dessus en étude de documents. On voit dans ce dessin intitulé « Je suis un Berlinois » du célèbre Plantu, le dessinateur fétiche du quotidien français Le Monde, en date du 11 novembre 1989, donc 2 jours après l'événement que nous venons de voir. On voit donc des Berlinois de l'Est parce qu'ils viennent de la droite de l'image, parce que le soleil couchant se couche à l'ouest, c'est une autre manière de faire comprendre en quoi nous sommes à l'est ou à l'ouest. Aussi parce que les gardiens avec les miradors, les fusils d'assaut à l'étoile rouge, sont aussi à droite de l'image, donc on est à l'est de l'image quand on est à droite. Eh bien, on voit les Berlinois de l'Est défoncés, alors à coups de bulldozer, donc ça c'est un peu exagéré, hein, on l'a vu, les bulldozers finiront par arriver, mais plus tard, mais peu importe. On voit les Berlinois de l'Est tout sourire, parce que c'est un événement joyeux, festif, effondrer le mur, devant des gardes-frontières qui sont certes au premier rang, mais qui savent surtout pas trop quoi faire et qui sont complètement dépassés par les événements.
mais qui garde le fusil à la bretelle, heureusement, il ne tire pas dans la foule. Et l'enthousiaste conducteur du bulldozer s'exclame Ich bin ein Berliner, en référence naturellement au célèbre discours de John Fitzgerald Kennedy de 1963, dans lequel Kennedy dénonçait la faillite du monde communiste, dénonçait la honte pour l'humanité que pouvait constituer, cette offense que pouvait constituer cette construction du mur. Eh bien, l'offense est tombée, la honte est en train de disparaître puisque le mur s'est effondré. Pour les Allemands, cet événement totalement imprévu va avoir une conséquence elle-même difficile à prévoir, et une conséquence brutale, rapide, puisque ça va être l'affaire d'à peine une année, puisque la chute du mur de Berlin annonce la fin de la République démocratique allemande, la RDA, qui va disparaître puisque RFA et RDA vont fusionner pour donner naissance le 3 octobre 1990, donc quasiment un an, un peu moins d'un an même, après la chute du mur, pour donner naissance à l'Allemagne d'aujourd'hui. Einheit, l'union, l'unité, la réconciliation entre les deux Allemagnes de la guerre froide. Si la chute du mur de Berlin annonce la réunification allemande, eh bien il n'en va pas de même pour l'Union soviétique qui, elle, au contraire, va imploser, exploser mais de l'intérieur, et va voir la carte de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale se compliquer, se fragmenter, puisqu'en 1991, l'Union soviétique disparaît le 25 décembre 1991 pour être précis, et à la place, une fédération de Russie, gigantesque certes, mais qui n'est plus que l'ombre de l'Union soviétique de la veille, et un certain nombre de pays, une quinzaine de pays, vont profiter de l'effondrement de l'Union soviétique pour prendre leur indépendance. C'est le cas des pays baltes, qui retrouvent le droit d'exister en 1991, Estonie, Lettonie, Lituanie. C'est le cas de l'Ukraine notamment, mais c'est aussi le cas de toute une ribambelle de pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan, ou de pays du Caucase, c'est cette chaîne de montagnes entre Russie d'aujourd'hui et Turquie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. L'Union soviétique est morte, le bloc de l'Est est mort, le pacte de Varsovie est mort, le Conseil d'assistance économique mutuelle est mort, la guerre froide est morte, les États-Unis sont vainqueurs par chaos.